En direct, découvrons l'histoire des soldats de Hanouka de 1940. Hommage au commando Sarfati. Erev Tov, bonsoir. Nous sommes tous prêts à écouter maintenant et à commencer à participer à notre conférence de ce soir. Alors, le titre, c'était les soldats de Hanouka, hommage au French Commando. Alors, je dois vous dire que la veille de Hanouka, si on parle des soldats de Hanouka, c'est tout à fait cohérent. Mais quel est le rapport avec les French Commando? Et à cela, j'ai trouvé deux liens que je voulais vous transmettre maintenant. Le premier, c'est au niveau des dates. Ce French Commando, il s'agit d'un commando français qui a participé dans 6 mois, 8 mois à la libération d'Israël. Eh bien, il a été en contact avec l'ennemi pour la libération de Beersheba et après d'une colline qui est juste à côté, la colline 13. Et ces deux événements se sont passés au moment de Hanouka, le Kaf Dalet Chodesh Kislev. C'est-à-dire, si vous faites attention, ce soir, c'est la Haskara de tous ces soldats qui sont morts à ce moment précis. Et c'est, si vous voulez, premier élément, le premier lien entre ces deux périodes, Hanouka et ces soldats, eh bien, c'est tout simplement l'histoire qui s'est produite à cette époque de l'année, au moment du Kaf Dalet 24 du Chodesh Kislev. Mais je pense qu'il y a encore un autre lien, encore aussi, si ce n'est pas aussi fort. Ils ont tous les deux incarné un sens du devoir, habités de la même flamme, les Hashmonaïm, il y a 2000 ans, et les soldats d'Israël qui ont participé à la libération du pays en 1948. Alors, qui était ces groupes? Qui était ce groupe de French Commando, ou Commando Atzarfati, ou Commando français si vous préférez, mais c'est en fait la même unité dont on parle. Il était en partie composé de francophones, une grande partie de francophones. Alors, des pays forcément de France, de Belgique, mais d'Algérie, Maroc, Tunisie. Et j'ai repéré dans les tombes qui sont donc au niveau du kibbutz Revivim, il y avait aussi des personnes allemandes, d'origine allemande et d'origine yougoslave. Si vous me posez la question, est-ce que toutes étaient juives? La réponse est non. Et le premier d'entre eux, c'était leur commandant, Teddy Dupré, qui va devenir Teddy Etan en ivrite, est un résistant de la première heure en France. La guerre de 39-45 terminée, il s'engage et il répond à l'appel du cœur au niveau d'Israël. Alors, l'histoire de ce commando, pour être franc, n'est pas très connue. Il mérite de l'être, mais il n'est pas très connu. Et c'est par le mérite d'une personne qui s'appelle Pinchas Bartov, citoyen d'honneur de la ville de Ra'anana, nonagénaire, qui nous a fait découvrir ce groupe-là, particulièrement ce groupe d'élite. Ce n'est pas qu'il nous a parlé de ce groupe, il a parlé d'un homme qui s'appelait André Halimi, un ami. Et l'hommage de ce soir, c'est par rapport à cet ami, son ami, André Halimi, qui va en fait découvrir une partie de l'histoire personnelle qui se confond avec l'histoire du peuple d'Israël en 1948. Alors, ils étaient promis à un brillant avenir, mais ils ont choisi de répondre à l'appel du cœur, de répondre à l'idéal et de devenir sauver la nouvelle patrie. C'est un devoir de mémoire. Je pense qu'il nous habite ce soir tout d'abord, puisque ces jeunes, ils sont décédés à l'âge de 20 ans, ils n'ont pas de famille, n'étaient pas mariés, pas d'enfants. Et donc, quelque part, si j'ai lu Kaddish, c'est parce que je me sens quelque peu le dépositaire de ces gens qui ont eu le mérite de donner leur vie à un moment donné de l'histoire d'Israël. Et donc, ce devoir de mémoire fait que nous rappelons leur mémoire, mais leurs actions, et c'est ce que nous ferons ce soir avec nos intervenants. Alors, pour votre information, un des plus célèbres membres de ce commando n'est rien d'autre que le grand rabbin de l'armée d'Israël, qui était le Rav Gad Navon Zatzal, qui était un homme charmant au demeurant, mais qui était aussi un grand militaire. Et donc, cet homme-là fait partie du commando Atzarfati. Et donc, on a, bien évidemment, on évoquera la mémoire et l'action de ce grand rabbin au niveau de ce groupe, mais aussi pour faire connaître l'information sur le commando Atzarfati. Où ont été enterrés ces soldats? Eh bien, à Revivim. Alors, ce kibbutz est connu en partie parce que le nom doit vous sonner, puisque c'était le kibbutz de Golda Meir. Et donc, de ce fait, on comprend très bien que c'est une région, on est à côté de Beersheba,
mais c'est aussi une idéologie où on accepte le principe, c'est que les jeunes étaient enterrés dans le kibbutz le plus proche et dans le carré militaire, et donc reposent ici même. Alors, c'est une soirée d'études, soirée d'hommage, aussi d'espoir, que je fais en partenariat avec l'organisation L'Île Mode, mais aussi le groupe Beno Gross, que j'ai le plaisir de rappeler la mémoire de ce grand philosophe, et les consistants du Bas-Rhin et du Haut-Rhin qui participent avec nous. Et pour ce soir, eh bien, notre premier intervenant, c'est le grand rabbin de France, Chaim Corsia. Et je dois vous dire que c'est bien évidemment un grand honneur, mais c'est aussi un grand plaisir de savoir qu'il a répondu spontanément à notre appel quant à la question de participer, de rendre hommage à un groupe de personnes qui sont décédées il y a depuis 70 ans, 75 ans. Alors, un grand merci au grand rabbin de France qui participe et qui va nous livrer le premier témoignage, son témoignage, dirions-nous ainsi, son message, et nous l'en remercions dès à présent. Bien, cher monsieur le rabbin, mon cher Sadia, merci beaucoup. Je voudrais dire à tous nos amis qui nous écoutent en France, en Israël, qu'en fait, c'était impossible pour moi de refuser. D'abord parce que cette demande est légitime par rapport à mon engagement. Je suis toujours dans la réserve citoyenne, autrement dit des retraités de l'armée, mais je n'oublie jamais ma carrière dans les armées. J'ai une fidélité pour cet engagement tout à fait particulier par les armes. Et donc, quand tu m'as parlé de ce moment à partager, j'ai évidemment dit oui. Et puis la deuxième raison, c'est évidemment nos longues années de partage à l'école rabbinique, puis dans nos communautés parallèles. Et compte tenu de tout cela, je ne pouvais pas te refuser. Et je ne voulais pas te refuser parce que je trouve formidable cette façon très juive finalement de garder la mémoire. Et garder la mémoire, ce n'est pas uniquement commémorer. J'ai bien aimé la façon dont tu as présenté les choses. En fait, il ne s'agit pas de commémorer ce qu'ils ont fait, mais de remémorer, c'est-à-dire de revivre ce qu'ils ont vécu pour essayer d'en tirer un enseignement pour nous. Fondamentalement, la proximité entre cet engagement des jeunes Français, mais d'autres, il y avait d'autres nationalités, mais il y avait en gros 700 Français, donc ce qu'on appelait Mahal, 700 Français pour rentrer dans un groupe qui s'engageait. Mahal, c'était l'acronyme de ceux qui s'engageaient pour Israël venant de Chutz Laaretz. Et donc, parmi ceux-ci, 700 Français, ce qui était extraordinaire, c'est qu'ils étaient peu contre beaucoup, et on pourrait reprendre tout le rituel de Hanouka, Meatim, ils étaient peu contre beaucoup, ils étaient pas puissamment armés contre des gens puissamment armés, mais ils avaient le souffle. C'était chacun et chacune, parce qu'il y a aussi chacun et chacune, étaient tous Ish Asher Ruach Bo, et une personne investie du souffle. Qu'est-ce que Mahal et qu'est-ce que ce commando? Et j'étais très touché que tu rappelles qu'à la tête de ce commando français, de ce groupe français qu'on a appelé parfois le bataillon 75, il y avait quelqu'un qui n'était pas juif et qui s'appelait, alors je diffère sur le nom, il s'appelait Tadé Difre. Et si je regarde à côté de moi, c'est que cet homme était l'un des 1021 compagnons de la libération. Vous savez qu'en France, le général de Gaulle a créé un ordre qu'il a arrêté. C'était ceux qui sont engagés pour la défense de la France, les compagnons de la libération, 1021 plus 5 villes. Actuellement, il reste un seul survivant, M. Germain, puisque Daniel Cordier vient de décéder. Et donc, il reste un seul survivant. Le dernier survivant des compagnons de la libération sera enterré au Mont-Valérien. Cet homme qui a dirigé ce bataillon, ce commando à Tsarfati, était donc Tadé Difre. Il va prendre un nom israélien, il s'appellera Edi Etan. Certains disent Teddy, mais en fait, je dis Edi parce que c'est sous ce nom, d'Edi Etan, qu'il va écrire un livre en 1950 qui s'appelle Negev, l'héroïque naissance de l'État d'Israël. Et donc, on a un homme qui n'est pas juif, mais qui s'engage pour la création, l'avènement de l'État d'Israël. Et il faut essayer de comprendre pourquoi. Je ne veux pas rentrer dans des explications psychanalytiques, mais c'est probablement, pas à cause de lui, probablement de la même façon, il y a beaucoup de parallèles, de la même façon que le général de Gaulle, le 25 août 1944, dans son discours devant la cathédrale à Paris, Notre-Dame de Paris, explique
Paris martyrisé, Paris libéré par lui-même. La geste du général de Gaulle consiste à dire que Paris et la France ont été libérés par les Français. C'est une histoire qui factuellement n'est pas vraie, mais par exemple, la survalorisation de notre histoire en France du commando Kieffer, qui a fait un travail extraordinaire, 171 membres, le commando Kieffer arrive après le débarquement. La réalité, c'est que le débarquement américain permet aux forces françaises de l'intérieur, puis aux forces françaises libres de l'extérieur, soit les FAFL pour l'armée de l'air, soit les forces françaises libres, de venir intervenir, de se regrouper. Mais on a survalorisé le commando Kieffer. De la même façon, en Israël, dire que l'État d'Israël s'est construit avec des gens qui sont étrangers et qui ne vont pas rester, pour une grande partie, ils vont participer au combat, certains vont mourir, c'est-à-dire, tu as raison de le rappeler, mais pour une grande partie, ils vont retourner dans leur pays d'origine, eh bien, ça ne correspond pas à l'histoire qu'on veut raconter. Voilà pourquoi il y a une sorte de minoration de cette part historique et une sorte, je ne dirais pas d'oubli volontaire, mais une sorte de sujet qu'on n'aborde pas. Et pourtant, tu l'as très justement rappelé, les combats clés autour de Be'er-Sheva, du 12 au 22 octobre 1948, vont être remportés par ce bataillon, par le commando Hatzarfatit. Et moi, je vois dans cette volonté de s'engager, et je prendrai, tu as pris, M. Halimi, permets-moi de prendre un autre exemple d'un combattant connu, mais pas parce qu'il a fait Mahal, mais parce que c'était un homme extraordinaire. C'est un ami que j'avais, qui est mort maintenant, paix à son âme. Il s'appelait Joe Vacheblad. Joe Vacheblad, c'est une histoire incroyable. Il est à Auschwitz, il a 16 ans, et il réussit à échapper à toutes les sélections à l'intérieur du camp. Et Joe, un jour est pris, il est envoyé dans la chambre à gaz, donc c'est fini. Mais par miracle, et je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi, par miracle, la chambre à gaz s'ouvre, 40 personnes sortent de la chambre à gaz se referme, et tous ceux qui étaient dedans sont gazés meurent. Sur les 40, il y en a 3 qui vont survivre et qui vont témoigner après la guerre. Qu'est-ce qui s'est passé? Les autres mourant dans le système concentrationnaire et sa violence et sa haine des Juifs. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils sont pris, ils sont dans la chambre à gaz. Mengele passe à ce moment-là et demande de quel droit on a envoyé des gens à la chambre à gaz sans son autorisation. Il cingle le visage du SS qui est là, il ordonne qu'on ouvre les portes, on ouvre les portes, donc les 40, dont Joe Vacheblad, sortent, et puis il décide de continuer le gazage des victimes qui sont là, mais ces 40, sur les 40, donc 3 vont survivre, vont raconter cela, dont Joe Vacheblad. Et Joe Vacheblad, que j'ai connu après la guerre, décide de s'engager dans Mahal. Et il va participer à ces combats, comme beaucoup d'autres. 700 Français, et tu as raison, c'est-à-dire, rappelons-le, des Français de métropole et des francophones d'Algérie, de Tunisie et du Maroc. Disons-le, pourquoi j'insiste là-dessus, parce qu'il y a eu des tensions entre Français de métropole et Français ou francophones des pays du Maghreb, avec, y compris le chef, d'ailleurs, dit qu'il faudrait avoir une considération moindre, disons les choses publiquement, pour les Juifs francophones, les Français en tout cas d'Algérie, et les francophones de Tunisie et du Maghreb. Et ce que je voulais vous dire, c'est lire, vous voyez, dans le dictionnaire des compagnons de la libération que j'ai, je voudrais vous lire, non pas toute la mais vous dire qui est ce Tadé Diff, qui est cet homme. Et je vais vous dire, à mon sens, c'est légitime qu'un homme tel que lui s'engage pour la création de l'État d'Israël. Voilà cet homme, il est né le 24 octobre 1912 à Cambrai, dans le Nord, fait des études secondaires, il va au lycée Louis-le-Grand à Paris. Après son bac, il fait une carrière dans l'administration coloniale, et de 36 à 40, il est dans les services au Congo. Je vous dis un truc. En 1940, en août 1940, au Congo belge, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, il prend contact avec les autorités britanniques pour aller à Londres. Finalement, il reste sur place et il rallie au général de Gaulle tous les territoires qu'il commande en Afrique équatoriale française. Le 28 août 1940, donc vous voyez, il est très rapide pour s'engager auprès de Gaulle, malgré l'opposition de son supérieur. Chaque fois, il va être en opposition à son supérieur et ça arrivera également dans le commando Hatzarfatit. Immédiatement après, il provoque le ralliement des territoires voisins anciens en dépit de l'opposition de Vichy.
Vichy a une politique violemment antisémite. Elle est plus violemment encore antisémite en Algérie et en Afrique. Presque partout en Afrique. Il avait été réformé, il avait été réformé, c'est ça qui est incroyable. Il avait été réformé définitif, donc avant la guerre. Et donc, il s'engage comme volontaire au bataillon de marche de l'Afrique française libre, on appellera le régiment de marche du Tchad. Et donc, il est blessé dans la campagne de Syrie, il est promu sous-lieutenant après 3 mois, et il rentre dans la colonne Leclerc, ce qu'on appelle la force L. Il participe à des combats de la Tripolitaine, de la Tunisie, il est 3 fois cité. À l'été 1943, c'est une date très importante, je vous demande vraiment de retenir cette date. À l'été 1943, à la suite de la campagne de Tunisie, il est chargé en Tunisie et en Algérie d'une mission de propagande pour rallier les forces françaises libres. Si je dis que l'été 1943, c'est très important, c'est que dans notre histoire, c'est une année terrifiante, 1943. Le 8 novembre 1942, il y a eu le débarquement américain à Alger, 8 novembre 1942, l'opération Torche. Dans ce groupe en Algérie qui va aider et permettre le débarquement américain, sur 376 personnes, il y a 322 juifs, et à la tête de tout le groupe, un homme qui s'appelle Joseph Bouquet. Moyennant quoi, c'est un général 5 étoiles qui n'est pas de Gaulle et dont je déteste prononcer le nom, qui prend le pouvoir à Alger, et tous les juifs attendent qu'une seule chose, de pouvoir s'engager pour les combats de la France. Mais on n'en veut pas, on n'abroge pas l'abrogation du décret Crémieux qui, en 1940, les avait rejetés de la nationalité française. Mieux que ça, ce général, dont vous connaissez le nom, si vous ne connaissez pas le nom, ce n'est pas fondamentalement très grave, ce général, en mars 1943, abroge à nouveau le décret Crémieux, rejetant encore une fois les Juifs en dehors de la nationalité française et les empêchant de s'engager. Et il y a une lutte terrible, pas exclusivement là-dessus, mais aussi là-dessus, entre De Gaulle et lui. De Gaulle l'emporte, et en octobre 1943, il va abroger l'abrogation du décret Crémieux et permettre aux Juifs français de s'engager pleinement dans les combats. C'est pour ça qu'on va les retrouver avec Join, qui n'était pas le plus grand philosémite qu'on puisse imaginer, et avec d'autres dans la campagne d'Italie, Monte Cassino, les combats de l'île d'Elbe, etc. Et ce général, dont je ne veux jamais citer le nom, disait au début 1943, tout n'est pas à rejeter dans la Révolution nationale. Donc on a des gens qui se disent on va se libérer des Allemands, mais on va continuer à garder le mouvement de la Révolution nationale qui est profondément antisémite. Et on a des gens comme Tadedif qui font ce qu'on appelle à l'époque la propagande pour, en Tunisie et en Algérie, engager tout le monde, dont les Juifs, à s'engager pour défendre les armes à la main, la France. Et il va provoquer l'engagement dans la deuxième DB de 1200 jeunes Français évadés, mais il y a beaucoup de Juifs qui vont s'engager grâce à lui dans la deuxième DB pour entamer cette remontée qui va l'emporter jusqu'à la cathédrale de Strasbourg, selon le fameux serment de Koufra. En 1943, après le départ du Félon, enfin de ce général, il est chef de cabinet du haut-commissaire aux colonies à Alger. Donc vous voyez toujours un tropisme colonial. En 1944, il s'engage au bataillon de choc, il prend part au combat de la libération et termine la guerre avec le grade de capitaine. Il va travailler chez Pleven, donc, qui est le ministre des colonies puis des finances. Il est envoyé aux États-Unis auprès de Jean Monnet, la délégation française de la conférence à San Francisco, et c'est là que ça intervient. En 1948 et 1949, il se met en disponibilité pour s'engager volontairement dans l'armée israélienne, où il est commandant, et il forme ce fameux commando. Et c'est-à-dire, je voudrais vraiment insister pour ce qui, pour moi, est le plus important. C'est que il y a dans la création et l'émergence de l'État d'Israël quelque chose de convergent avec la vocation de la République et l'apparition de la Révolution française. Ce souffle de liberté, c'est le même qui va animer les créateurs, les fondateurs de l'État d'Israël. Depuis l'émergence de l'idée d'État d'Israël, que ce soit par exemple pour Herzl, ou qu'on le veuille ou non, Herzl pense à la création de l'État d'Israël dans le drame de l'affaire Dreyfus. Il est confronté à cette haine et il se dit il faut qu'il y ait un lieu
qui soit la centralité du judaïsme, et l'histoire a montré qu'il avait raison. Mais cette idée de création d'État d'Israël, ou de défense de ce qu'était cette espérance d'un État à venir, eh bien, les jeunes Français, comme d'autres, mais les jeunes Français qui ont cette vocation, qui sont animés du souffle républicain, ils le vivent dans leur tripes. Je veux juste continuer sur cet homme incroyable de Taledif. Après les combats en Israël, donc je vous ai parlé de cette opération autour de Beersheva, il va continuer dans la politique, puisqu'il va avoir des choses assez extraordinaires. Il va en Ubangui, il est conseiller technique, encore une fois, auprès du président du Conseil, René Pleven, président du Conseil puis ministre de la Défense nationale. Il va être chef de cabinet du secrétaire d'État à l'Outre-mer. Il va travailler en Océanie, en Polynésie, là où on va commencer les travaux sur les essais nucléaires. Il est conseiller technique, enfin on le fera après ça, mais on a commencé à réaliser en Algérie, puis après on passera en Polynésie. Mais il est conseiller technique au cabinet ministre de l'Industrie, vous voyez, il y a une sorte de logique, puis de la santé, dont on a tant besoin. Il va ensuite travailler avec Houphouët-Boigny en Côte d'Ivoire, où il va être secrétaire général du gouvernement, et il meurt dans un accident de voiture dans les Hautes-Pyrénées en 1971, le 30 décembre 1971. On est à quelques jours de cet anniversaire. Ce que je voulais vous dire, c'est, voilà la cohérence d'un homme. C'est qu'au fond, chaque fois qu'on a quelqu'un qui défend la liberté, il doit être amené logiquement, légitimement à défendre l'existence et la vie de l'État d'Israël. Défendre l'État d'Israël, c'est défendre le droit, c'est défendre celui qui affirme toujours Tzedek, Tzedek, Tzedek. Et parfois, l'État d'Israël, et parfois les Juifs, nous nous sentons seuls. Et si tu permets, c'est-à-dire, je voudrais conclure avec un tout petit Dvar Torah, c'est que lorsque l'ange a changé le nom de Jacob, il ne faut jamais oublier le contexte, Vaïvater Yaakov Levado. Jacob était resté seul. Et comme nous le sommes parfois, seuls, on a le sentiment d'être isolé, abandonné, on sent l'indifférence autour de nous, que ce soit nous en tant que Juifs ou que ce soit l'État d'Israël. Eh bien, que fait l'ange? Il change le nom de Jacob en Israël. Israël s'écrit Yud Shin Resh Aleph Lamed. Regarde, le Yud représente Yitzhak et Yaakov. Le Shin représente Sarah. Le Resh représente Rivka et Rachel. Le Aleph représente Abraham et le Lamed représente Léa. C'est-à-dire que dans le nom que Jacob se voit attribuer, il y a symboliquement les 3 patriarches et les 4 matriarches. Comme si on nous dit, vous n'êtes jamais seul. Vous êtes porteur de cette histoire. Vous êtes porteur de cette force, de ce souffle que vous ont transmis les patriarches et les matriarches. Finalement, ne pas être seul, c'est se sentir responsable de l'histoire. Voilà ce que dit Rashi, grand maître français de l'interprétation de la Torah et du Talmud. Il dit dans le premier Rashi de la Torah sur Bereshit, pourquoi Dieu n'a pas commencé la Torah au chapitre 12 de l'Exode avec la première mitzvah, Chodesh Hazeh Lachem Yerosh Chodashim, ce mois-ci sera la tête des mois. Koach Maasa Vigid Leamo la tête Lehem Lachal Goïm. L'Éternel a raconté la puissance de ses actes pour justifier qu'il puisse nous donner Nachal Goïm, l'héritage. Lorsque Rashi continue avec une vision quasi prophétique incroyable, lorsque les nations viendront vous dire vous êtes des voleurs car vous avez volé la terre, nous leur dirons non, Dieu l'a promis à nos ancêtres. Et nous l'avons mérité parce que nous en avons hérité. Donc je crois que c'est très important ce que tu fais aujourd'hui, mon cher Sadia, de rappeler la mémoire de ces héros qui ont contribué à la création de l'État d'Israël en restant éminemment fidèles aux valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité. Ils ont été des grands Français et ils ont été des grands bâtisseurs de l'État d'Israël, du rêve de ce qu'était et de ce qu'est aujourd'hui encore l'État d'Israël. Eh bien, de tout cela, ils sont aussi dans nos ancêtres dont nous gardons la présence réconfortante, rassurante, quand, c'est bien ce que dit les Maximes des Pères, Bimkom Shem Ish, Ishtadel Yot Ish, eh bien, dans un temps où il fallait être un homme, un mensch pour s'engager, ces gens qui étaient pour partie des rescapés de la Shoah, pour partie des gens qui retrouvaient leur dignité d'être français pleinement et totalement, ben, ils ont fait le choix de poursuivre cette dignité humaine française en allant contribuer à la création de l'État d'Israël. Et c'est tout l'honneur qui est le tien de leur rendre hommage ce soir. Cheikh Chaim, merci beaucoup pour ce message tout à fait important.
En fait, il résume. Je te montre le livre, voilà, que tu vois bien. Je ne sais pas si on voit. Voilà. C'est le dictionnaire des. Il est d'autant plus d'actualité puisque un des derniers membres de la Libération a disparu ces derniers temps en la personne de Daniel Cordier. Cordier je crois, qui avait dans les 100 ans. Donc, je veux dire, un personnage qui a traversé le siècle. En tout cas, un grand merci pour cette information, plus que cette information, pour ce message, car je voulais, au-delà de l'histoire de Hanouka et au-delà de l'histoire de ces personnes, c'est faire passer l'espoir. L'espoir que de tout temps, des hommes ou des femmes sont prêts à se lever pour défendre la liberté, certes. Mais je crois qu'on peut rajouter un autre terme qui est fondamental dans notre lexique, c'est la notion de Géoula, de délivrance. Nous sommes en période d'exil et qui ne peut dire qu'à l'époque de la Shoah, nous n'étions pas en exil de Betort, Goy, Mitor, Kerev, Goy, c'est-à-dire à l'intérieur de double exil. Eh bien, à ce moment précis, des gens ont eu la capacité de se lever, de se battre, et c'était le moment pour nous, en tout cas, de reconnaître leur grandeur, leur bravoure, et pour nous de constituer un exemple. Chaim Corsia, un grand Ben France, merci beaucoup pour ton intervention. Bien évidemment, tu peux rester. Nous continuons notre voyage et à bientôt. Pardon, Sadia, si tu permets, j'ajoute un tout petit mot, vraiment, j'ai honte de m'imposer à nouveau, mais vraiment, je me disais, il faut toujours qu'il y ait quelque chose de concret qui sorte d'un partage, et je voudrais vraiment te remercier de ce partage. Tu sais, Sadia, parce que je t'avais associé à mes travaux il y a quelque temps, que je suis le secrétaire général du Souvenir français. Et ce que je me propose, dès que les frontières seront ouvertes et qu'on pourra circuler sereinement, si Dieu veut, très bientôt, je me propose avec toi d'aller faire une visite, d'aller faire une prière sur la tombe de tous ces héros, et de voir si le Souvenir français peut faire quelque chose pour l'entretien de leur tombe, ce qui est notre vocation, entretenir les héros morts pour la France. Ceux qui sont morts pour la création de l'État d'Israël sont morts aussi pour le souffle qu'incarne la France dans le monde entier. Merci à toi et une bonne soirée.